Bonjour à tous, bon début de semaine, madame, messieurs. C'est la toute première édition de la revue des grandes unes de la semaine. La presse est donc disponible ce matin. La Nouvelle Expression parle par exemple de l'affaire du MRC avec les premiers déferments à Kondengi. C'est le grand titre du journal. Une quinzaine de manifestants comparaissant devant le tribunal de première instance est donc détenu depuis vendredi à la prison centrale de Yaoundé, alors que le professeur Maurice Kamto continue avec la grève de la faim entamée le 31 janvier dernier. C'est ce que dit le journal. En page 3, le journal parle également de la procédure pénale. Donc, un avocat décrypte d'ailleurs les charges contre le professeur Maurice Kamto. Maître Célestin Kengoum analyse, au vu donc du code pénal, toutes les charges qui pèsent sur le président du MRC et ses camarades d'infortune. Donc, c'est à découvrir dans le dossier de la page 6 à la page 7 de la Nouvelle Expression. Et puis après, on parle également, après sa libération, un journaliste témoigne d'ailleurs, Théodore Chopa, raconte son arrestation chez Albert Zongan jusqu'à sa libération en fin de week-end dernier, en page 2 de ce numéro, qui parle également de soins de santé. L'engagement des médecins réunis au sein d'une plateforme des médecins camerounais veulent d'ailleurs assurer une pratique professionnelle de qualité au Cameroun. Donc c'est à lire dans la Nouvelle Expression et d'autres informations aussi. Le journal Le Messager, qui est disponible également dans les kiosques ce matin, parle de Kamto au GSO. Le MRC dénonce d'ailleurs les conditions inhumaines de détention, arrêté lundi dernier en compagnie de plusieurs de ses partisans à Douala. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, accusé entre autres d'insurrection, a entamé une grève de la faim depuis 5 jours. C'est ce qu'on lit en page 3 du journal. Le journal parle également de Coptamo, ou le tableau noir de l'éducation de base, le secteur de l'enseignement primaire et maternel sinistré. La secrétaire d'État au ministère de l'éducation de base interpellée sur cette question. C'est en page 7 de ce numéro, qui est donc disponible également dans les kiosques ce premier jour de la semaine. L'œil du Sahel, pour sa part, parle de Goura. Plus de 35 000 réfugiés nigérians en détresse, donc c'est à lire en page 3. Le même journal parle aussi de Garoua, où 3 millions de francs CFA en pièces de 100 francs CFA saisis chez les Chinois. Donc à lire en page 7. Le journal a d'autres informations que je vous invite à découvrir ce matin. Si vous faites un tour dans les kiosques, Jeune Afrique est également disponible. Le journal parle de la Côte d'Ivoire. Ado joue un kit ou double ce matin également, à lire dans le dossier proposé par le numéro, parlant notamment de ces élections à venir et dans le dossier donc contenu dans le journal. Et puis le soir tri-hebdomadaire parle de l'esclavage économique. L'Afrique verse 400 milliards d'euros par an à la France. C'est à lire dans le journal. Le journal s'intéresse aussi aux ambassades du Cameroun avec les brigands qui exportent notamment la barbarie à la sauvagerie. C'est dans le journal. Et d'autres informations également à lire ce matin. Le Financier d'Afrique parle du commerce extérieur avec les importations du Cameroun qui explosent finalement. C'est ce qu'on dit également dans le journal, avec une session des ministres de l'UEAC qui se tient donc du 5 au 8 février à Malabo. C'est pour également explorer les problèmes financiers de l'Afrique aujourd'hui. C'est à découvrir dans le journal. Disponible ce matin d'autres informations aussi. Détective également dans les kiosques parle du ministre de la Communication avec les challenges donc de René Manuel Sadi en 2019. Les défis sont nombreux, également à découvrir dans le dossier de la page 6 à la page 9. Et on parle également d'autres faits dans le numéro disponible ce matin. Et puis le quotidien de l'économie parle donc d'autres choses, parlant notamment de la coopération avec des réalités de la dette chinoise au Cameroun. Dans le dossier proposé ce matin, le journal parle également des finances publiques, balise donc pour l'alternance ou l'amélioration des conditions financières au Cameroun, à lire dans le journal le quotidien de l'économie. Également dans les kiosques aussi, le journal La Météo parle donc d'enquête. Vaste réseau de monnayage de postes à la Camwater, pendant que la qualité de l'eau n'arrête de se dégrader. Donc dossier à lire de la page 2 à la page 3. On parle également de l'opération Épervier avec ces arrestations qui sont de retour, des noms des directeurs généraux et bien sûr des ministres cités également par le journal, à lire donc dans le numéro de ce matin. Mutation pour sa part s'intéresse aux réfugiés dans l'extrême nord. Le seuil critique même de la situation, on parle bien sûr de ces populations qui sont donc à mal. Plus de 35 000 personnes aujourd'hui et qui vivent sans véritable souci, sans véritable compensation et même amélioration. D'ailleurs, ceux qui dorment à la Belle Étoile et d'autres qui sont également dans des camps des réfugiés, à lire donc dans le dossier proposé par le journal Mutation de ce jour, qui a d'autres informations également que je vous invite à parcourir. Le journal parle également, Cameroun Tribune pour sa part, qui est dans les kiosques parle d'insertion des jeunes, des opportunités à
revendre. C'est le dossier proposé par le journal de la page 16 à la page 17 et d'autres faits aussi à lire dans le même journal Cameroun Tribune. Émergence, le quotidien privé bilingue qui parle d'un bâtiment. Professeur Kamto reste donc dans les geôles du GSO. C'est le dossier à lire ce matin. À lire également d'autres informations également dans le numéro disponible. Le Popoli parle donc de tonton Morika qui boude donc la sardine. C'est ce que dit le journal parlant de la grève de la faim. Le journal satirique qui est dans les kiosques également revient donc sur ce fait. Et aussi, je vous invite à lire le quotidien Le Jour qui est dans les kiosques également ce matin. En grande une, on parle de marche du 26 janvier, les déportés du MRC à découvrir dans le dossier ce matin et on s'intéresse également au sport, le football précisément avec la Ligue de football professionnel. Les championnats sont donc lancés, c'est ce que propose également le journal ce jour. Voilà ce que la presse que nous avons reçu à notre rédaction propose. Et si vous faites un tour en kiosque, vous serez davantage informé. Bernard Batana, bonjour. Bonjour Flavien Longo, bonjour Thierry Niopé. Bonjour à tous les téléspectateurs de Guinox TV. C'est un plaisir d'être là. Merci d'être là également ce lundi matin. Bonjour Thierry. Bonjour Flavien Ndongo, je renvoie la politesse à Bernard Batana, mais également à tous les téléspectateurs de cette belle émission. Je n'oublie pas de dire bonjour et surtout beaucoup de courage au délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qui est sur tous les fronts, parce que je me rappelle en même temps que le délai qui avait été donné aux commerçants qui obstruent la chaussée ou l'avenue du 27 août a expiré depuis le 25 janvier dernier et le délégué du gouvernement justement devrait mettre ses équipes en branle pour permettre aux usagers de circuler en toute quiétude de ce côté, parce que pour l'instant ce n'est pas ce qui se passe là-bas. Vivement que quelque chose soit fait à ce niveau. Le même délégué du gouvernement a également du pain sur la planche, parce que depuis les aurores aujourd'hui, la situation est assez compliquée au marché Mbopi de Douala, où les 3/4 des boutiques sont actuellement fermées. Les commerçants qui revendiquent un certain nombre de choses, notamment l'ouverture de la boutique de la coordonnatrice ou la secrétaire générale de l'association des commerçants dynamiques du marché Mbopi, voudrait effectivement voir cette boutique décellée, une boutique qui a été scellée par le délégué du gouvernement sous le prétexte que cette dernière n'avait pas respecté les injonctions de l'administration qui disait qu'aucune réunion ne devrait se tenir au sein du marché de Mbopi. Maintenant, cette situation s'est quelque peu développée parce que les commerçants ont sorti des plaques et sont descendus non loin de la gendarmerie de Mbopi. Comme on pouvait s'attendre, les gendarmes sont sortis et ont arrêté près de 5 personnes. Vivement que la situation c'est des comptes bien entendu de ce côté. Donc on comprend également qu'il n'y a pas que le marché Mbopi qui concerne la communauté urbaine de Douala. Et il est, vous l'avez dit, sur tous les fronts, parce qu'il n'arrive pas toujours à trouver des solutions assez différentes que l'on observe dans la plupart des espaces marchands. Donc vous comprenez qu'il y a justement... oui, c'est pas facile, mais il y a quand même des opportunités et des possibilités aussi. Alors, la presse n'évoque pas le sujet, mais vous avez le sujet d'entrée également de cette émission. C'est pour dire qu'il faut davantage bousculer pour que les solutions soient trouvées, non seulement au niveau de ces espaces marchands, également qu'au niveau des chantiers qui ont été engagés dans la ville de Douala soient également achevés. Alors, Bernard Batana, la presse revient également ce matin sur l'affaire du MRC avec les premiers déferments à Kondengui. On a vu... La presse révèle d'ailleurs tout cela. Des premières personnes qui ont été interpellées sont passées devant le juge et se trouvent finalement à Kondengui en ce moment. En documentation, si on demandait de donner le mot-clé de l'actualité aujourd'hui, ce serait Kamto. C'est le mot le plus prononcé aujourd'hui. Cela veut dire qu'effectivement, c'est l'affaire Kamto, l'affaire MRC, les marches de 26 janvier qui continuent à occuper l'actualité aujourd'hui avec tout ce que cela comporte. On a déjà eu les premiers déferments à la prison centrale de Kondengui. Bon, c'est-à-dire les procédures se font vraiment à une vitesse, hein, comme on n'a pas souvent vu au Cameroun. Et Kamto est au GSO, c'est-à-dire le groupement spécial d'opération. Et là, on se poserait la question de savoir quel genre de prévenu il est. Est-ce que c'est un prévenu de droit commun? Est-ce que c'est un prévenu politique?
Est-ce que c'est un prévenu d'ordre militaire? Il faut qu'on le sache. Parce que être au GSO, ce n'est pas une unité ordinaire. C'est une unité spécialisée. Donc spécialisée pour un certain nombre de problèmes, de crimes. Camto a entamé une grève de la faim. C'est une méthode qui avait fait son temps et qu'on avait oublié. Nous pensons que au XXIe siècle, en février 2011, on ne parlerait plus de ce genre de méthode dépassée. Vous voulez parler de février 2019? Février 2019. On ne parlerait pas de ce genre de méthode dépassée. Qu'est-ce qui se passe donc? Il faut que des procédures soient vraiment engagées pour que les responsabilités soient établies par rapport au week-end fou du 26 janvier 2019. Très bien. Alors, parce qu'à cette occasion-là, monsieur Ndongo, au Cameroun, on a vécu des séances de manifestations peu ordinaires. Et hors du Cameroun, nous sommes sortis de la civilisation. Parce que on a vu des Camerounais escalader les murs de l'ambassade pour aller à l'intérieur, poser des actes de vandalisme. Les profiteurs ont profité justement de ces marches. Voilà. Nous disons qu'il faut que très rapidement que les responsabilités soient établies pour que les uns et les autres en répondent. Très bien. Alors, lorsqu'on parcourt la presse, je parle bien entendu de la Nouvelle Expression ce matin, on comprend qu'il y a des déferlements qui sont déjà enregistrés et certains qui sont encore au GSO, notamment le professeur Camto et bien d'autres aussi. Mais ça, comment est-ce qu'on peut comprendre ce traitement qui est fait sur ce sujet? Je n'aimerais pas revenir sur les dessous réels. C'est d'affaire parce que je crois que tous les plateaux de télévision, même l'émission Droit de réponse sur Equinox Télévision hier, en a suffisamment fait large écho. Les différentes formations politiques et sensibilités étaient représentées sur le plateau. J'aimerais simplement dire, Bernard a souligné tout à l'heure, quel genre de prisonnier politique est Maurice Kamto. Et je crois que le journal La Nouvelle Expression reprécise à travers l'interview de Maître Kengou les charges qui pèsent contre Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est pour l'instant pas un prisonnier politique. Il est un prisonnier de droit commun. Au regard de des motifs qui ont été relevés, incitation à la révolte, trouble à l'ordre public, marche non autorisée, etc., etc., il y a à peu près 8 chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Ce qui s'est passé du côté de l'ambassade de France au Cameroun, c'est vrai que les responsables du MRC semblent ne pas se reconnaître à travers ce qui s'est passé. Mais il y a quand même des similitudes qui laissent croire que cela a été le cas. Je n'aimerais pas faire le procès de Maurice Kamto ici parce que les institutions en charge de faire cela sont en train de travailler là-dessus. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas responsables de ce qui se passe. Voilà, les profiteurs ont juste profité de c'est ce que nous sommes en train de dire, voilà. Mais je dis il y a des curiosités. Je n'aimerais pas revenir sur ces détails-là. Quand on décroche la photo du président de la République qui est un symbole de l'État républicain, on déchire, on urine dessus et on accroche celle de Maurice Kamto, sont quand même des signes qui laissent croire qu'il y a certainement des similitudes. Et il y a certainement le journal, on ne l'avait pas évoqué ici, Singan, qui parle des premières ou des premiers résultats des enquêtes qui ont été faites jusqu'ici. On parle même parfois de rapatriement, mais le problème n'est pas là. Le plus important est que ceux qui ont été reconnus coupables payent effectivement le lourd tribut de cette culpabilité et que les responsabilités ont commencé à être faites. Vous avez vu les 2 journalistes qui avaient été happés dans le cadre de cette opération du côté du domicile de de l'honorable Albert Zongan ont été libérés vendredi dernier. Je crois que c'est un happy end pour ce qui est de la corporation parce que nous avons souligné à eux et à Dia qu'il fallait les libérer. Ils étaient dans l'exercice de leur métier. Il y a toute une interview en tout cas des journalistes qui témoignent un peu de ce qui s'est passé. On ne peut pas empêcher aux journalistes de faire le travail. Même si
ils avaient été arrêtés dans le cadre de cette insurrection. Tant qu'ils ne font pas l'insurrection, il y a par exemple Junior Trésor, Tanon, je crois, de Canal 2 International, qui a également payé le lourd tribut de ces couvertures-là. Partout dans le monde, les journalistes sont dans l'obligation de rendre compte. Et quand ils rendent compte, ils ne doivent pas être brutalisés, ils ne doivent pas être martyrisés, ils ne doivent pas être emprisonnés pour cela. Donc ce sont des choses à condamner. Heureusement qu'ils ont été libérés après le combat du syndicat national des journalistes du Cameroun et tous les autres journalistes. Mais je crois que les coupables, les gens chargés de gérer cette affaire feront ce qu'ils ont à faire pour que les coupables ou les responsabilités soient déterminées. La preuve, on a commencé à déférer certaines personnes du côté de Kondengui. Je sais que ça va continuer. Par rapport à la grève de faim du professeur Maurice Kamto, je continue à dire que c'est un moyen de pression, libre à lui de se nourrir ou de ne pas se nourrir. Mais je crois quand même que la communauté internationale est assez au fait de cette affaire. Ce n'est pas une affaire qui profite au Cameroun, ce n'est pas une affaire qui profite aux institutions de la République. C'est une affaire en fait qui est en train de faire l'affaire de Maurice Kamto, parce que Bernard a souligné tout à l'heure, c'est le nom le plus prononcé actuellement au Cameroun et au-delà du Cameroun. Alors, il fait le tour des tabloïds, en tout cas, tout comme le Messager qui parle du MRC, qui dénonce les conditions inhumaines, d'ailleurs, de détention du professeur Maurice Kamto, qui se trouve au GSO en ce moment, selon bien sûr la presse. Lorsqu'on fait le tour également, on découvre également qu'il y a bien des faits, le traitement est diversifié et varié, selon bien sûr cette actualité. Également, on va découvrir dans le journal mutations et d'autres faits également, qui sont aussi, qui concernent d'ailleurs ce fonctionnement. On parle plutôt d'autre chose, des réfugiés dans l'extrême nord, les du Sahel, qui parle donc de Goura, cette localité où plus de 35 000 réfugiés nigériens en détresse finalement. Alors, il y a ceux qui dorment à la Belle Étoile, ceux qui sont un peu lotis. Il y a également d'autres qui vadrouillent carrément avec tout le risque que l'on imagine. Oui, le journal a bien fait de dire le seuil critique. Le seuil critique, c'est le seuil d'acceptabilité qui a été déjà dépassé par rapport à nos structures d'accueil sur les réfugiés. Et on voit bien que nous sommes tiraillés ça et là. Quand c'est à l'est, c'est les Centrafricains qui arrivent. Du côté du nord et de l'extrême nord, c'est les Nigérians qui arrivent. La situation est plutôt alarmante. Il faut que les pouvoirs publics mettent les conditions pour que les 35 000 nouveaux arrivés soient dans des conditions acceptables. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut dire. Moi, je ne sais pas quel commentaire vous voulez que je donne par rapport à cela. C'est alarmant. C'est alarmant. Il faut que nos frontières soient sécurisées. On ne peut non plus refuser d'accepter des gens qui sont dans la détresse. Voilà. Ça, de façon humanitaire, c'est impossible. Tout un espace réservé voilà, à ces réfugiés qui arrivent, et avec également l'armée qui est également quelque peu inquiète des situations sécuritaires. On voit bien que ça se brûle, ou alors ça brûle à gauche chez le voisin, et là les autres essayent de fuir pour se retrouver où il y a la calmie aujourd'hui. Donc parlant notamment de l'Israël qui parle de 35 000 et le mutation qui donne quand même un fait aussi important, parlant du seuil critique même de la situation en ce moment, en une seule semaine. Oui, c'est déplorable. Ils fuient, ces réfugiés, les attaques de Boko Haram qui ont été perpétrées du côté nigérien et se retrouvent du côté de Goura. Je crois que la situation est assez critique, Bernard l'a souligné tout à l'heure, mais je crois que ce sont des situations assez explosives. Parce que d'autant elle est explosive du côté de Goura, dans la partie septentrionale du pays, autant elle est également explosive dans les autres parties du pays, parce que ce que vous ne savez pas savoir, c'est que le gouvernement camerounais est distribué sur tous les fronts, parce qu'il y a une crise ethno-fasciste qui est en train de naître, même au-delà des réseaux sociaux, même dans la presse locale, dans nos quotidiens. Aujourd'hui, on commence à parler de crise, Bamleke, Betty, ce qui n'existait pas encore jusqu'ici, c'est assez déplorable. Ça a quelque chose à voir mais avec sûr, pour nous les démontrer effectivement et autres. Le gouvernement camerounais a du pain sur la planche, parce que là, c'est le Haut Commissariat pour les réfugiés qui est directement interpellé pour l'encadrement de ces personnes. Le Cameroun ne peut pas refuser d'abriter la population qui vient du Nigeria, qui fuit des exactions de Boko Haram, parce que le phénomène inverse est généralement perceptible
quand vous savez effectivement que quand Boko Haram attaquait une bonne partie du Cameroun, beaucoup se réfugiaient du côté du Nigeria et c'est tout à fait normal. Maintenant, ce ne sont pas des situations quand même qui sont prévisibles. C'est pour cette raison que parfois on peut, comme le dit le quotidien Mutation, atteindre un seuil critique parce que le gouvernement de la République n'avait pas prévu ça. Et maintenant, il faut s'organiser avec le HCR. Il faut s'organiser pour donner un encadrement optimal à ces personnes quand même qui n'ont pas demandé à être de ce côté-là parce qu'en réalité, on fuit la mort. On fuit des actions. Vous savez tout ce que Boko Haram a fait du côté de la partie septentrionale du pays. On parlait de guerre asymétrique avec des attaques à la bombe où des êtres humains étaient carrément devenus des bombes brûlantes. Ce sont des choses qui font quand même frémir. C'est pour cette raison que nous prions une fois de plus le gouvernement qui, c'est vrai, est décidément sur tous les fronts de faire une fois de plus un effort pour permettre à ces gens de vivre dans des conditions acceptables. Oui, Bernard Batana, quand même, on voit bien que la communauté, ou tout au moins ces réfugiés pleurent et le gouvernement tend la main à la communauté internationale pour un soutien oui, dans la prise en charge. Même oui, c'est le moins qu'on puisse faire. Demander à la communauté internationale de nous aider à accueillir les réfugiés, les déplacés. Parce qu'en réalité, moi, je ne sais pas ce qu'on appelle réfugiés, mais ils sont déplacés et ils se sont arrêtés au Cameroun. Bon, on les appelle réfugiés. Mais je pense que au-delà des conditions de vie, il faut regarder la cause de leur déplacement. On disait, les dernières informations qu'on avait, c'est que le Boko Haram a été réduit à sa plus simple expression. Mais sur les faits, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Quand ils réussissent à faire déplacer 35 000 personnes, cela veut dire qu'ils sont encore actifs. Et ce qu'il faut donc faire, c'est arrêter les velléités. Renforcer les mesures de sécurité. Renforcer les mesures de sécurité pour que le Boko Haram ne pose plus des actions du genre à faire déplacer les populations. Oui, mais c'est pour cette raison qu'on parle de synergie de force, notamment dans le cadre de cette coopération bilatérale, notamment entre le Nigeria et le Cameroun. Des efforts sont faits. Il y a même une force mixte qui a été déployée justement sur le terrain pour éviter que la situation atteigne des proportions assez incontrôlables. Mais tout à l'heure, Bernard parlait de la porosité de nos frontières. Nos frontières sont certes poreuses du fait de ces territoires qui sont en réalité ce sont des peuples qui se côtoient de manière qui se côtoient allègrement. Vous rappelez-vous qu'il y a certains ministres de la République qui avaient été soupçonnés d'appartenir, d'avoir des parents qui venaient du Nigeria, mais dans le phénomène migratoire, il est difficile de bloquer des effets comme cela. Il faut peut-être encourager et accompagner le gouvernement à lutter davantage contre cette secte que j'aime appeler négationniste, parce qu'en réalité, elle se fonde sur l'islam, mais l'islam n'est pas aussi barbare que semble, tel que les actes que semblent nous présenter ces adeptes de Boko Haram. Vivement que des efforts soient faits là-dessus, et c'est la raison pour laquelle le Cameroun a tendu la main, parce que ce n'était pas une situation prévisible. Je vous rappelle qu'il y a également des déplacés en interne sur le plan au Cameroun, à la faveur de la crise anglophone. Il y a des gens qui sont quittés du nord-ouest et du sud-ouest pour se retrouver dans d'autres villes du pays, notamment Konsamba, Mbanga, Loum et les autres. Donc il faut encadrer toutes ces populations. Pour celles des familles qui ont eu la chance d'avoir des familles, notamment à Douala et à Yaoundé, il y a eu cela. Il y a des élèves qui allaient du côté de Buea. Nous, on a eu, même comme le Mois et à Issab, des gens qui sont effectivement venus auprès de la famille parce que de l'autre côté, il était plus facile de vivre. Et c'est partout comme ça. Il y a des déplacés en interne et la situation devient de plus en plus difficile pour que le Cameroun tienne. Et quand on ajoute à cela tous ces mouvements insurrectionnels, on a comme l'impression que la fin du mandat du chef de l'État n'est pas de tout repos. Très bien. Alfred, vous l'avez dit, bien entendu, Mutation qui parle du seuil critique de la situation, parlant des réfugiés dans l'extrême nord, et l'aide du Sahel qui propose également tout un titre, plus de 35 000 réfugiés nigérians en détresse. Et là, dans le même journal, on parle de Garoua, où pratiquement 3 millions de francs CFA en pièces de 500 francs saisis chez les Chinois. Oui, je pense que c'est un sujet très important. C'est d'autant plus important que
on n'emprunte plus facilement un taxi sans que le taximan vous demande, est-ce que vous avez des pièces? Est-ce que vous avez, si vous n'avez pas de pièces, vraiment, moi je n'en ai pas. Et donc je ne vous transporte pas. Et il vous souvient qu'il y a pas moins de 6 mois, on avait saisi aussi des sacs de pièces d'argent provenant toujours des Chinois, dont on s'est arrêté à l'annonce. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que sont devenues ces pièces d'argent. Voilà 2 millions de francs, 3 millions de francs en pièces de monnaie qu'il faut injecter dans l'économie pour qu'on ait finalement les pièces d'argent. Vous savez, la monnaie, elle est faite pour être mise en circulation. Elle n'est pas faite pour rentrer dans des caisses, dans des boxes quelque part, je ne sais pas où, pour servir de jeu. Non, c'est une thésaurisation et qu'on doit condamner. La monnaie est faite pour rentrer dans le circuit de l'économie. Voilà 2 millions de francs CFA qui étaient thésaurisés. On ne sait comment. Moi, je pense que les instances de régulation de la monnaie devaient s'occuper particulièrement de cette affaire. Parce que non seulement on a délesté le consommateur de cette chose précieuse qui lui facilite les mouvements, mais en plus, on a thésaurisé de l'argent. Et il faudra que les responsabilités, moi j'aime à le dire, que les responsabilités de ce genre de manœuvre soient établies. Même si c'est les Chinois, nos principaux partenaires économiques, qui commencent à nous créer des problèmes dans notre circuit économique, il faut le leur dire tout de go. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent et comment est-ce que cet argent est collecté sans que des responsables ne soient informés? Vous avez posé la belle question. Comment est-ce que cet argent est collecté? Jusqu'à hier encore, on voyait des machines à pièces de 100 francs pilulées dans la ville de Douala. Je m'arrête à Douala parce que je ne connais pas bien ce qui se passe dans d'autres villes, mais au moins on a travaillé là-dessus. Et les machines à pièces de 100 francs, ces jeux de hasard continuent à proliférer à la barbe et au sud de tous, de toutes les autorités qui savent que ça n'existe aucune action coercitive de répression en est faite là-dessus. Mais par contre, des actions de répression sur d'autres problèmes. Souvenez-vous quand même que le ministre de l'administration territoriale a donné un délai à ces responsables des jeux du hasard de se conformer. En réalité, là, il parlait des casinos. Mais ces machines de 100 francs se retrouvent devant des buvettes, devant des boutiques, parfois même en pleine rue, tenues par quelqu'un qui n'a rien à voir avec, qui ne maîtrise même pas comment on fait justement pour s'acquitter de certains frais par rapport à une certaine légalité. Non, en réalité, les autorités administratives de ce pays doivent prendre la mesure des choses pour que cette situation ne perdure plus. Ces machines de jeu du hasard fabriquées justement par des Chinois continuent à proliférer en toute quiétude. Et au-delà de cela, vous avez souligné tout à l'heure, on a vu des images où on dit que ces pièces sont recyclés du côté de la Chine pour entrer dans la fabrication des bijoux, je ne sais pas bientôt quoi, mais toujours est-il que comment ces pièces font pour se retrouver en Chine, alors elles ne disparaissent pas comme par prestidigitation. Non, elles passent par le circuit normal, c'est comme de l'importation, mais de l'exportation. Comment cet argent sort? Parce que ce ne sont pas des billets de banque, ça ne passe pas par des banques pour dire qu'on récupère les pièces de l'autre côté. Ça passe nécessairement par un circuit qui est connu nécessairement par les autorités douanières de ce pays, donc les autorités administratives, savent comment ça se passe, qu'ils disent exactement comment ça se passe et qu'ils prennent la mesure des choses pour que cela ne se reproduise plus. Aujourd'hui, on a commencé, on a arrêté quelques quelques millions à Douala en pièces de 100 francs. On en a arrêté à Garoua. Vivement que cela continue, mais cela ne sert à rien de lutter à la fin de la chaîne. Il faut commencer à lutter au début. Ça veut dire annuler et interdire définitivement et de manière pérenne ces machines, ces jeux du hasard, ces machines de jeux du hasard à pièces de 100 francs.
collecter en tout cas ces pièces notamment. Donc on parle de ce sujet dans le journal L'Œil du Sahel ce matin et en page 7 précisément, on parle de 3 millions de francs CFA en pièces de 500 francs saisis chez les Chinois dans cette partie du pays à Garoua. Et c'est à lire dans le journal. Le journal Le Messager s'intéresse à la localité de Koktamo, où on parle bien entendu du tableau noir de l'éducation de base. On voit bien que les élèves de ce côté fréquentent pratiquement assis à même le sol, sans infrastructure scolaire. Les salles de classe sont à ciel ouvert. Donc tout un dossier. Et la secrétaire d'État en charge notamment de l'éducation de base a été interpellée sur cette question puisque c'est la localité choisie pour le lancement de la semaine du bilinguisme. Oui, il en est de Koktamo que de plusieurs autres localités où les conditions de vie scolaire ne sont pas acceptables, ne sont même pas adaptées à la donne actuelle. Moi, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut travailler. Il ne suffit pas de 5 minutes qu'on a ici sur le plateau pour discuter d'un sujet d'une si grande importance. Je pense que ça mérite qu'on ait un plateau spécialisé pour parler en long, en large et en travers des conditions de travail, des conditions de vie scolaire, des conditions dans lesquelles les enfants là se retrouvent dans les salles de classe, qui parfois n'ont de salle que de nom. Alors, le journal demande si c'est la démission de l'État ou encore la logique de privatisation déguisée. Non, parce qu'on voit bien ce sont les populations qui construisent des salles de classe, soit c'est la population qui se met ensemble pour mettre en place des salles de classe, alors que c'est une école publique créée par l'État. C'est la raison pour laquelle, je crois, l'État avait mis sur pied les APEE aujourd'hui, les associations des parents d'élèves et qui participaient justement à accompagner l'État dans la mise en place des infrastructures scolaires, notamment les salles de classe, mais la politique n'a pas, semble-t-il, beaucoup marché. Là, on parle de ce qui se passe du côté de Fumban, dans l'ouest, dans la région de l'ouest du pays, notamment du côté du Noun, mais ce n'est qu'un cas, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Si vous allez dans mon village du côté, le mot est dommage, du côté de Ndognis, il n'y a pratiquement pas d'école. Quand vous allez du côté de Garoua, vous avez vu le premier député, notamment le très honorable Kavaye Djibril, voter pratiquement dans une école qui n'avait pas de toit. Que font ces responsables-là? Que font cette administration? Au-delà de l'école, il y a des voitures routières, il y a des problèmes de santé. En réalité, je dis, la fin du mandat du chef de l'État ne sera pas de tout repos, parce que au-delà, au moment où on parle de détournement de l'argent pour les chantiers de la canne, dans l'arrière-pays, la vie va très mal parce que les Camerounais continuent à fréquenter. C'est de plus en plus difficile fréquenter cela. Bien entendu, messieurs, merci d'être venus sur ce plateau. Les lecteurs vont davantage découvrir ce que la presse se réserve comme traitement des différents sujets que vous allez retrouver dans les tabloïds. Bonne journée à vous et également retrouvons-nous demain. Il sera 9h15 sur Equinox.